Et donc c'est l'occasion aujourd'hui en fait de faire le point, et le point sera articulé autour de ce qu'on pourrait dire, ce que vous devez retenir aujourd'hui, les 5 points que vous devez connaître aujourd'hui sur l'évolution de l'épidémie. Ces 5 points sont les suivants. Donc on va faire le point sur la complexité de l'épidémie actuelle. Le deuxième point que nous allons aborder, c'est la question donc, de l'impact des attaques armées sur la riposte. Le troisième point, sera consacré à l'engagement communautaire et aux violences armées. Le quatrième point sera consacré aux réussites non négligeables qu'il faut quand même reconnaître dans cette riposte et qui est le bénéfice à mettre à l'actif de nos équipes sur le terrain. Et le cinquième point concernera les principaux défis qui nous restent pour contrôler cette épidémie. Premier point, concerne donc l'épidémie la plus complexe de l'histoire. C'est une épidémie qui est complexe d'abord en raison du fait qu'elle survient dans une zone avec une très forte densité de la population, une très grande mobilité de la population et un contexte sécuritaire. Par ailleurs, il faut estimer qu'il y a plus de 1 million de personnes déplacées au Nord Kivu et que la densité, la taille de la population dans les zones affectées dépasse certainement le cap des 2 millions. Donc la population qui est exposée. Le deuxième point sur lequel il faut partager avec vous, ce sont les attaques à main armée. Il faut savoir que dans cette zone, il y a une centaine de groupes armés qui sévissent dans la plupart des zones affectées par l'épidémie. La barre des 1000 cas a été atteinte le 24 mars 2019, donc c'est-à-dire que 8 mois après le début de l'épidémie, donc après 33 semaines après la déclaration de l'épidémie, nous n'étions qu'à 1000 cas. En 10 semaines, donc entre mars et juin, le nombre de cas a doublé de 2000 cas. Cette augmentation rapide est directement liée aux attaques armées contre les équipes et les opérations de la riposte à Butembo et à Katwa, qui ont commencé bien sûr fin février avec l'incendie du centre de traitement Ebola de Katwa, puis ça a été suivi par l'attaque à main armée sur le CTE de Butembo. Il y a eu une deuxième attaque du CTE de Butembo dans le courant du mois de mars. Et alors le point culminant a été en fait le meurtre du docteur Richard Valérie Mouzoko, Kibung de l'OMS, qui a été assassiné le 19 avril 2019. À ce sujet, j'aimerais dire que l'enquête est en cours et que les investigations progressent bien, que l'étau se resserre autour des auteurs et des instigateurs de cet attentat. Alors l'augmentation des cas s'explique après chaque attaque armée, dans la mesure où les activités de la riposte qui sont nécessaires pour briser la chaîne de transmission du virus sont interrompues, généralement pour une durée indéfinie. En conséquence, lorsque les activités sont suspendues suite aux attaques, on observe dans les semaines qui suivent une augmentation des cas dans les 10 à 15 jours qui suivent après. Le troisième point sur lequel il faut savoir sur la maladie, c'est qu'il ne faut pas confondre engagement communautaire et violence armée. Face à une maladie qui est mortelle, la réticence, le déni est une réaction qui est tout à fait normale. Mais lorsque la réticence communautaire prend une forme violente, comme ce fut le cas à Butembo et à Katwa, généralement avec un dialogue avec la communauté, il est possible d'améliorer la situation. L'engagement communautaire dans une riposte contre Ebola consiste à engager de manière proactive les communautés affectées et à leur fournir toute une série de conseils sanitaires, d'informations adaptées pour les encourager à adopter les bons comportements qui vont permettre de casser la chaîne de transmission du virus.
C'est une approche qui est transversale, qu'on retrouve dans toute la riposte contre Ebola et qui comprend 5 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier WASH, donc c'est tout ce qui est eau et sanitation, qui permet d'arrêter la transmission du virus dans les institutions communautaires comme les écoles, les églises et les centres de santé. Le deuxième axe de l'engagement communautaire, c'est tout ce qui est soutien psychosocial. C'est le soutien qui est apporté aux familles affectées, aux survivants, à tout ce qui est mécanisme de médiation aussi qui sont mis en place pour répondre aux réticences et aux résistances. Le troisième volet de l'engagement communautaire, c'est tout ce qui concerne la communication pour le développement, où à travers les médias de masse, le dialogue communautaire, on essaie donc d'engager les communautés. Le quatrième point, c'est l'éducation, pour informer et prévenir la transmission du virus dans les milieux scolaires. Et le cinquième point, c'est la nutrition, qui est un soutien nutritionnel dont ont besoin les malades souffrant du virus ainsi que leurs familles. Alors ici, il est important de faire une distinction entre les violences communautaires et les violences armées qui ciblent délibérément les équipes et les opérations de la riposte. La deuxième catégorie, c'est-à-dire les violences armées qui ciblent délibérément les équipes de la riposte, ne peuvent pas être résolues par l'engagement communautaire. Ces violences armées contre le personnel médical et les infrastructures sanitaires dans un contexte de conflit armé sont une violation claire de la protection des agents de santé qui est prévue par le droit international et humanitaire, et ces actes relèvent de la justice nationale et internationale. Le quatrième point sur lequel je voulais échanger avec vous, ce sont quand même épinglés ici les réussites non négligeables qu'on peut mettre à l'actif de nos équipes. Le premier point, c'est du fait de la légère amélioration sécuritaire que nous avons observée à la suite du décès du Dr Richard qui a eu lieu en avril. Par la suite, jusqu'à fin avril, il y avait eu quelques tensions, mais dans le courant du mois de mai, on a observé une certaine accalmie. Et bien, suite à cette accalmie, suite à cette réduction des violences communautaires, les équipes ont pu travailler dans des bonnes conditions. Ils ont pu avoir accès à des quartiers de Butembo et de Katwa qui étaient jusque-là inaccessibles. Et donc la conséquence, c'est que la situation épidémiologique s'est sensiblement donc améliorée, surtout à Katwa. Et donc on observe quand même au niveau de ces dernières semaines une tendance positive. Un autre point positif à mettre à l'actif de nos équipes, c'est le confinement géographique de l'épidémie. Depuis le début de l'épidémie, 22 zones de santé et 188 aires de santé réparties à travers les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont enregistré au moins un cas d'Ebola. À la date du 3 juin, 10 zones de santé, 110 aires de santé, soit 58,5%, ont passé plus de 21 jours sans notifier des nouveaux cas. Ces zones de santé concernées sont Ali Bongo, Kiondo, Oicha, Kaina, Mutwanga, Komanda, Bunia, Rwampara, Nyakunde et Chomia. Pour rappel, à la fin du mois de mars, toutes les zones étaient sous contrôle, donc il n'y avait plus de cas qui étaient rapportés. Les hotspots étaient concentrés à Butembo et à Katwa. Et comme je vous l'explique, donc, suite aux violences et surtout suite à la grande mobilité de la population, donc c'est ce qui explique qu'il y a de nouveau un certain regain, mais comme je vous l'ai dit, plus de 50% des zones sont actuellement sous contrôle, malgré toutes les difficultés et les défis auxquels nous devons faire face. Un point qui est également aussi important à rappeler ici, qui est aussi à mettre à l'actif des équipes, c'est lorsqu'on compare l'épidémie du Nord Kivu et de l'Ituri, quand on la compare à l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Bien sûr, c'était dans des contextes différents, mais je crois qu'il faut malgré tout insister sur le fait qu'en 10 mois, l'épidémie a permis en fait de... C'est ça, on va faire en fait comparer les deux sur une période de 10 mois.
on faisait partie, donc c'était deux zones différentes. Bien sûr, en Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas de conflit armé. Chez nous, on est vraiment dans une épidémie, dans une zone de conflit avec une centaine de groupes armés. En Afrique de l'Ouest, il n'y avait pas de vaccin disponible. Ici, chez nous, on a heureusement un vaccin disponible, mais les équipes sont parvenues à vacciner à ce jour plus de 129 000 cas. Personnes vaccinées ont été vaccinées, et parmi ces 129 000 vaccinés, plus de 30 000 sont des contacts à haut risque. Après 10 mois en Afrique de l'Ouest, on recensait 22 000 cas d'Ebola. Dans notre épidémie, après 10 mois, on recense 2 000 cas. Et enfin, il faut aussi nous constater que dans l'Afrique de l'Ouest, après 10 mois, il y avait près de 9 000 personnes décédées d'Ebola. Dans le cas de notre épidémie, il y a 1340 personnes décédées d'Ebola. Ces éléments vous permettent aussi de mettre en perspective les deux épidémies et de vous permettre d'apprécier le travail qui est fait par nos équipes sur le terrain, national et international, et que nous appelons les héros de la santé. Alors après 10 mois, quels sont les défis qui persistent pour parvenir à contrôler l'épidémie? Les principaux défis auxquels nous sommes confrontés sont de l'ordre... Il y a trois défis. Il y a d'abord la surveillance épidémiologique, la prévention et le contrôle des infections et les décès communautaires. La surveillance épidémiologique est un élément très important pour briser la chaîne de transmission du virus. Tous les contacts doivent être confirmés, des cas confirmés doivent être listés et suivis pendant 21 jours. Le pourcentage de contacts suivis est faible et donc il faut continuer à renforcer le listage des contacts autour de chacun et renforcer le suivi des contacts et en impliquant davantage les autorités politiques administratives et les leaders communautaires, également les leaders traditionnels. Le deuxième axe le plus important qui constitue un défi, c'est la prévention et le contrôle des infections. Entre 25 et 30% des contaminations ont encore lieu dans des formations sanitaires. Donc les mesures de prévention et de contrôle d'infection doivent être renforcées justement pour casser cette chaîne de transmission d'infections nosocomiales. Le troisième défi concerne les décès communautaires. Il y a encore entre 28 à 43% des décès qui sont notifiés chaque semaine. Ce sont des décès qui surviennent dans la communauté, c'est-à-dire soit à la maison, au domicile, soit dans des centres communautaires, soit dans des centres ou hôpitaux privés. On sait que la contagiosité est importante après la mort, et donc il est important de réaliser des enterrements dignes et sécurisés. À ce titre, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, la population accepte, parfois non sans difficulté, mais en grande majorité, elle accepte la réalisation d'enterrements dignes et sécurisés. Donc en conclusion, ce que nous voulions vous faire passer comme message, c'est de dire c'est une épidémie complexe, la situation reste extrêmement critique, mais il ne faut pas tomber dans le pessimisme, rendre la situation plus grave qu'elle ne l'est. Je crois qu'il faut rester factuel, continuer à suivre l'évolution de la situation, nous vous la transmettons régulièrement, être conscient des défis, les défis qui restent donc la surveillance, la prévention contre les infections, les décès communautaires et bien sûr aussi l'élément le plus important qui est la sécurité afin de permettre aux équipes de la riposte d'avoir accès aux populations pour mener autour de chaque cas les activités qui sont nécessaires pour casser la chaîne de transmission dans la communauté. Je vous remercie.